Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'actualité sur Bénin TV. En voici la vitrine. Le Conseil des ministres fait de Spike Lee et Tonya Lewis Lee, deux célèbres cinéastes américains, des ambassadeurs du Bénin au sein de la diaspora afro-descendante. Mais pas que. Toutes les décisions sont dans la livraison du porte-parole du gouvernement. C'est dans un instant. Dans l'actualité, le mois de la mode qui affiche des inspirations créatives traditionnelles et aussi avant-gardistes. Et cette rencontre de curiosité sur le design, ce métier qui fait bourgeonner des idées en innovation. En RDC, des mineurs sont pris au piège d'un effondrement de mines. Au Zimbabwe, un accident cause une vingtaine de morts hors du continent. Face à la menace iranienne, l'Ukraine et Israël préparent un dialogue stratégique. Bienvenue à toutes et à tous. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Je le disais en titre, au Conseil des ministres de ce mercredi 23 juillet 2025, Spike Lee et Tonya Lewis Lee, deux célèbres cinéastes américains, sont nommés ambassadeurs thématiques du Bénin au sein de la diaspora afro-descendante aux États-Unis. Kétou aura par ailleurs aussi sa zone économique spéciale. Un espace spécial, justement, lui est aussi dévolu. Voici toutes les décisions du gouvernement présentées par le porte-parole Wilfrid Liangweji. Ce mercredi 23 juillet 2025, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions dont voici la teneur ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre, un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue
un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ces interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du colloque international sur la reddition des comptes des chefs militaires et de leurs conseillers juridiques du 25 au 29 août 2025, puis du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur thématique chargé de la diaspora afrodescendante aux États-Unis d'Amérique, M. Shelton Jackson Spike Lee et Mme Tonia Lewis Lee, je vous remercie. Le gouvernement a donc nommé les cinéastes emblématiques, des cinéastes emblématiques comme ambassadeurs thématiques auprès de la diaspora afro-descendante des États-Unis. Quelle est la mission confiée à Tonia Lewis Lee et Shelton Jackson Spike Lee? Réponse avec Ariane Da Silva. Tonia Lewis Lee est une productrice de renom, auteure et fervente défenseur des droits civiques. Shelton Jackson Spike Lee, quant à lui, est réalisateur oscarisé et cinéaste de renommée internationale. Ils sont les tout nouveaux ambassadeurs thématiques de la République du Bénin auprès de la diaspora afrodescendante des États-Unis d'Amérique. Leur nomination est le signe de l'engagement audacieux et constant du Bénin à reconnecter les peuples afrodescendants à travers le monde à leurs racines historiques, culturelles et spirituelles. En tant qu'ambassadeurs thématiques, les 2 personnalités vont être une passerelle entre les peuples et les générations. Elles vont aussi contribuer à sensibiliser, à favoriser le dialogue et à soutenir des initiatives qui font la promotion de la reconnexion culturelle et le devoir de mémoire. Ces nominations sont une preuve supplémentaire que le Bénin demeure attaché à sa responsabilité historique de reconstruire les liens avec ses fils et filles dispersés à travers le monde et d'ouvrir son territoire comme une terre d'accueil, de mémoire et d'espérance. Cette annonce s'inscrit aussi dans la droite ligne de lancement officiel de la plateforme numérique www.myafroorigine.bj qui permet désormais aux descendants de la diaspora africaine d'accéder à la nationalité béninoise. C'est non seulement une avancée majeure dans le processus de réparation et de guérison mémorielle de la traite transatlantique, mais aussi une ouverture des chemins de retour tant spirituel que civique. Superbe casting de la soft power. Penchons-nous à présent sur cette rencontre entre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et le président du Conseil économique et social. Le fin mot de cette consultation avec la ministre Toyin Foley. Elle s'est confiée à Alain Sochoumain et Élisée Degbeyon. Nous avons bien sûr parlé du sujet de la tournée qui est en préparation par rapport au texte de loi qui protège les femmes contre les violences, les femmes et les filles,
Mais au-delà de ça, nous sommes vraiment allés en détail parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la structuration du CES qui descend au niveau local et qui sera à proximité des populations, nous pourrons vraiment entretenir une collaboration très étroite pour l'amélioration du bien-être des populations, ne serait-ce déjà que par l'information. Et c'est dans ce cadre que nous avons abordé la protection sociale, notamment l'assurance maladie. Et par rapport à ça, l'évolution de ce dispositif qui est en train d'être mis en place pour que tout le monde ait accès à une couverture sanitaire. On le sait, l'État va prendre en charge gratuitement les pauvres extrêmes. À 80%, les fonctionnaires et autres ayant droit de l'État, leurs conjoints, enfants, mais il reste le secteur informel et bien sûr le secteur privé qui doivent souscrire à une police d'assurance et notamment les employeurs doivent souscrire une police d'assurance pour leurs employés. Donc, dans ce registre, il faut dire que le CES pourra vraiment nous aider par l'incitation à la base, par les explications à donner, etc., en complément de ce qui également est fait en termes de communication par l'Agence nationale de protection sociale. Nous avons abordé également d'autres sujets comme le handicap. Notre pays a fait un bond remarquable ces dernières années pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et aujourd'hui, ils ont accès, ils ont droit à des cartes d'égalité des chances. Comment ces cartes sont réalisées, sur quelles conditionnalités, à quoi ça leur donne droit, les structures qui emploient les personnes handicapées qui veulent monter des entreprises, etc., les enfants, les écoles inclusives, tous ces sujets ont été abordés en détail et nous avons bien sûr abordé également Arche Formation qui concerne le renforcement de capacité des artisans dans les différentes communes. Là aussi, les détails ont été touchés et vraiment, je suis très ravie de ces échanges qui, déjà le dynamisme du CES aujourd'hui qui va permettre vraiment de nous aider à mieux amener toutes ces informations à la base près des populations. Une grosse attention donc sur les gains petits. Votre curiosité est aussi sollicitée au mois de juillet au Bénin sur la créativité de l'univers de la mode qui s'exhibe. Tout un mois dédié aux créateurs de mode cette année autour du thème Racines et Futur. Les talents sont invités à déployer leurs inspirations au tréfonds de nos patrimoines, mais aussi à faire preuve d'avant-garde. Écho de ce tour de force créatif avec Fifame Salomé Ataledi et Igor Ayosso. La mode, plus qu'un simple art de s'habiller, elle incarne l'identité, les racines et les rêves d'un peuple. Elle traduit les émotions, raconte des histoires et impose des styles. Au Bénin, ce langage sans mots est plus vibrant que jamais. Chaque année, le Bénin valorise son industrie créative à travers la mode. Stylistes, mannequins, maquilleurs et photographes se réinventent. Leurs talents s'expriment, s'exposent et rayonnent. C'est toute une culture qui se met en lumière. Depuis 6 ans, le mois de la mode est devenu au Bénin un rendez-vous attendu. Une tradition qui rassemble passionnés, créateurs établis et talents émergents. Cet événement n'est pas seulement une succession de défilés, il est un laboratoire vivant, un espace de révélation où se façonnent les contours de notre avenir créatif. À travers lui, nous proclamons au monde que l'Afrique n'est plus seulement une source d'inspiration pour les autres continents. Elle est désormais son propre phare, traçant sa voie et éclairant celle des autres. L'édition 2025 du mois de la mode, que nous lançons officiellement ce jour, s'inscrit dans la continuité de cette vision. Un panel d'experts donne le ton. Ici, innovation et tradition se rencontrent et ouvrent le bal des réflexions. C'est ce mélange de racines et de futur, de savoir-faire ancestraux et de techniques modernes qui est pour moi le fil conducteur de la mode aujourd'hui. Et c'est ce à quoi nous contribuons à Semecity avec notre programme Fly, Fashion Led by Youth. À travers Fly, nous accompagnons ces jeunes talents dans leur parcours entrepreneurial. Nous les aidons à structurer leurs projets, à affirmer leur identité créative et à naviguer les défis du marché global.
Du 23 au 25 juillet 2025, Cotonou devient la capitale béninoise de la mode. Défilés, expositions, panels et masterclass vont rythmer les journées. Et puis juste derrière la création de mode, il y a la modélisation des formes et des volumes en clair, le design pour façonner et donner de l'allure aux objets mains. Au-delà, le design s'impose comme un procédé, un processus créatif pour transformer des idées en solutions innovantes. Zoom sur ce métier au cœur de la création et de l'innovation à la faveur de l'Africa School Week, un rendez-vous de curiosité et de découverte rallié par deux designers sénégalais de renom. William Tchoki et Igor Ayosso étaient aussi à la rencontre. Ils sont jeunes, curieux, attentifs, ces étudiants en design. À leur côté, des responsables d'entreprises, des décideurs publics, des start-upers en quête de solutions concrètes. Tous réunis dans cette salle, les yeux rivés vers la scène. Sur l'estrade, des voix singulières, celles de designers de renom, Bibi Sek et Ousmane Mbaye, venus partager bien plus qu'une vision esthétique, une philosophie, une manière de résoudre les problèmes par l'innovation. Et travailler pour répondre à des besoins, c'est quelque chose de vital. Notre continent en a besoin. Quand on voit nos pays comme le Bénin ou le Sénégal, où 95% de ce qu'on consomme vient de l'étranger et que notre économie est gérée par l'industrie qui vient d'ailleurs et l'industrie est gérée par les designers, donc on doit comprendre l'impact que le designer a pour cette société, pour notre société. Ici, le design se raconte autrement, comme une réponse aux enjeux de société, comme un moteur de transformation durable. Le développement de l'Afrique ne se fera pas sans le développement de l'artisanat. Dans un monde marqué par des crises écologiques, sociales, économiques, le design propose une autre lecture, une approche plus intuitive, plus inclusive, plus durable. Il redonne du sens à l'innovation. On va très souvent nous solliciter pour faire des logos, des affiches, etc. Mais le design, ce n'est pas que ça. C'est vraiment aller au-delà, comprendre le besoin de l'utilisateur et de pouvoir vraiment apporter une solution. Et ça passe par plusieurs médiums. Un exemple d'une application de design conçue pour résoudre un problème, c'est la plateforme pour payer les factures d'électricité d'eau au Bénin. Cette plateforme-là, avant, quand elle n'hésitait pas, chaque fin du mois, on devait aller faire la queue. Le design offre une boussole, une manière de penser avec les mains, d'innover avec le cœur et de créer en écoutant. Et ces étudiants d'Africa Design School veulent porter haut ce flambeau, celui de résoudre les problèmes de la société, imaginer pour mieux vivre. Innovation, il en était question dans le sujet précédent. S'il y a un univers professionnel et technologique où l'innovation est maîtresse, c'est bien le numérique. On va faire un petit voyage à travers l'évolution du numérique au Bénin. En 60, le Bénin accède à l'indépendance. À cette époque, le numérique n'était qu'une idée lointaine, vague. 65 ans plus tard, le Bénin a opéré une véritable transformation digitale. Du premier accès à Internet à la digitalisation des services publics, en passant par l'essor des téléphones mobiles. Le Bénin a su faire du numérique un levier de développement, un outil de gouvernance moderne. Parcours de l'épopée avec Rebecca Kenjaronde et Ramatou Lawani. 1960. Le Bénin devient indépendant. À cette époque-là, l'urgence n'était pas de faire du pays un environnement digitalisé, mais plutôt de consolider la souveraineté nationale et de former une armée solide pour sécuriser l'ensemble du territoire. D'ailleurs, dans les années 60, le numérique était encore à ses premiers balbutiements, même dans les pays dits développés. On ne parlait pas encore de smartphone, d'Internet ou même d'intelligence artificielle. Les ordinateurs existaient, mais ils étaient immenses et coûteux. Le réseau ARPANET, ancêtre d'Internet, n'a été mis en service qu'en 1969 aux États-Unis. Au Bénin,
l'accès à Internet va débuter timidement à la fin des années 90 et les années 2000 voient l'émergence des cybercafés comme premier lieu public de connexion. Les téléphones mobiles se démocratisent aussi, révolutionnant l'accès à la communication. Le pays va ensuite poser ses premières bases réglementaires. Il y a un ministère qui a été créé pour ça. Par exemple, côté Internet aujourd'hui, on a vu beaucoup d'avancées. Nous avons vu l'apparition du fibre optique qui est en train d'améliorer la qualité de l'Internet aujourd'hui au Bénin. On n'a même plus besoin de trop se tracasser parce que pour avoir des informations aujourd'hui, il suffit seulement d'aller sur la plateforme qui a déjà les résultats. En 2016, l'adoption de réformes ambitieuses amorce donc un virage majeur pour l'essor du numérique au Bénin. Le portail national des services publics, lancé officiellement en mars 2020, permet l'accès à plusieurs services en ligne et transforme la relation entre l'administration et les citoyens. Sur le volet de la facilitation de la création et gestion d'entreprises à distance, on retrouve des démarches simplifiées et très rapides pour la création d'entreprises. Sur le volet amélioration de la connectivité et des infrastructures, on note l'extension et le déploiement du réseau fibre optique sur le territoire avec des connexions Internet haut débit. Aujourd'hui, quand on regarde la digitalisation, le numérique au Bénin, on pense qu'il y a tout le potentiel pour que le Bénin arrive au même niveau que les grandes nations aujourd'hui. En clair, depuis 2016, le numérique est passé au Bénin d'une niche technologique à un pilier stratégique de gouvernance, d'éducation, de santé et d'économie. En moins d'une décennie, le pays a transformé ses infrastructures, digitalisé ses services publics, formé ses citoyens, renforcé sa cybersécurité et posé les bases d'une innovation digitale autonome. Le numérique au Bénin, 65 ans après, le pays ne se contente plus de consommer les technologies, il les intègre dans son développement, pose les jalons de sa souveraineté numérique et tente d'en faire un moteur de croissance inclusive. Nous avons rendez-vous à présent avec les artisans du Bénin dont les créations sont célébrées. C'est à travers la Journée nationale de l'artisan. Des moments solennels leur sont organisés dans les départements du Zou, du Plateau et du Borgou, par exemple, pour les créateurs locaux. Récit de Victorine Bandé. Le savoir-faire et la créativité de ces hommes et femmes aux mains habiles sont mis en valeur à travers la Journée de l'artisan béninois. Différentes villes du pays ont vibré au rythme de cette célébration. Dans le Zou, c'est Abomey qui a accueilli les manifestations. De l'habitat à l'alimentation, en passant par l'éducation, la santé, l'habillement, on y retrouve nos marques et nos œuvres. C'est ce qui justifie toutes les réformes engagées par le président Patrice Talon dans le secteur de l'artisanat pour nous accompagner avec la création de la Chambre des métiers de l'artisanat par la loi. Au-delà des manifestations festives, à Adjawéré, dans le département du Plateau, cette troisième édition de la Journée de l'artisan béninois a été saisie pour explorer les défis qu'il reste à relever dans ce secteur. Nous pouvons citer entre autres l'insuffisance de visibilité commerciale, la structuration renforcée des organisations professionnelles, la lutte contre le travail des enfants et l'exploitation des mineurs sur les chantiers et les ateliers, la lutte contre la contrefaçon, l'adaptation aux exigences de qualité, de normalisation et de digitalisation. La journée de l'artisan béninois a été aussi l'occasion dans ces divers départements de récompenser les artisans les plus méritants, comme ici, à Parakou. C'est un secteur dans lequel vous finissez, vous n'attendez pas que quelqu'un vous emploie. Vous vous installez vous-même et vous vous gérez. Je suis tellement fier de manière qu'ils m'ont considéré comme mon premier artisan de la commune de Parakou. Il a libéré beaucoup d'apprentis. Voilà, aujourd'hui, il y a échange. On m'a donné
certificat de professionnel de marché. En valorisant les artisans, le Bénin se donne les moyens de bâtir un développement enraciné, créatif et durable. Santé à présent, on va parler de la lutte contre la poliomyélite au Bénin, précisément dans le département du Borgo. Parakou chef-lieu, une campagne de vaccination contre cette maladie invalidante s'est achevée. Des doses de vaccins oral ont été distribuées aux enfants de moins de 5 ans. Au terme de la campagne, le directeur départemental de la santé du Borgo dresse un bilan dont voici l'écho avec Michael Noati et Dorcas Tito Tchalidji. La polio, ce n'est pas une bonne maladie. Lamatou, mère attentive et soucieuse de la santé de son enfant. Elle saisit l'opportunité offerte par le ministère de la Santé à travers la direction départementale du Borgo en faisant vacciner son enfant contre la poliomyélite. Ça aide les enfants. Parce que là, on est maintenant, si ton enfant est devenu handicapé, c'est toi, maman, qui est malade. Partout là où tu vas, tu serais avec l'enfant. Bon, on a décidé de vacciner nos enfants parce qu'on a entendu dans les radios, les télévisions que la poliomyélite est un virus sauvage qui attaque les enfants dès les bas âges. Dans le département du Borgo, la campagne de vaccination s'est déroulée en 2 phases. Le premier tour a enregistré un taux de participation de plus de 90%. Nous attendons vacciner 602 909 enfants, mais au terme, nous avons vacciné 639, 638, soit une couverture de 106%. Les cas de refus étaient jugulés dans sa grande majorité parce qu'on a connu beaucoup de réticences, mais avec l'appui des communicateurs et les différentes équipes et la contribution des élus, nous avons pu juguler ces cas de refus. La seconde phase affiche également des résultats satisfaisants. Je pense que le deuxième tour se passe aussi globalement bien parce qu'au terme déjà de 2 jours de campagne, nous sommes à 95% de couverture avec aussi un très bon taux de perte, une meilleure gestion des vaccins et moins de refus cette fois-ci. Malgré quelques poches de résistance observées dans certains quartiers périphériques de Parakou, les autorités sanitaires y voient un pas de plus vers un avenir sans polio pour les enfants béninois. Et après la prévention par la vaccination, place maintenant à la santé par le sport. Un autre moyen pour sensibiliser les adolescents et jeunes au droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est une stratégie adoptée par l'ONG BIPDOS à travers un tournoi de football féminin. Image des finales jouées à Kéru et à Wassa Peonko avec Jean-Claude James. Le CEG Bonaboro Anvers célèbre sa victoire face au CEG Wassa Maro en vert fluo et noir. L'épreuve des tirs au but a départagé les 2 formations qui ont cherché en vain le chemin des filets pendant 50 minutes de jeu. Je suis très contente pour avoir gagné le match. Je remercie l'ONG BIPDOS et son partenaire Eric pour avoir organisé ce tournoi, pour nous avoir sensibilisés sur la santé sexuelle et les IST. Et c'est toute la particularité de ce tournoi, dont l'objectif n'est pas seulement au plan sportif. En début de rencontre et à la mi-temps, les équipes de BIPDOS ONG et son partenaire véhiculent des messages pour des comportements sexuels responsables. Le tournoi a été organisé dans les communes de Peonko et Kéru. La finale de Kéru a eu lieu hier et celle de Peonko aujourd'hui, comme vous venez de le constater. Oui, l'objectif est atteint. Pour les enfants, c'est que le message soit internalisé et qu'à la rentrée, toutes ces filles-là qui ont passé le tournoi puissent reprendre la rentrée sans grossesse ni IST. Pour les parents qui ont écouté, nous espérons qu'ils puissent adopter le dialogue avec leurs enfants. Les ennemis de votre vie tournent autour du sexe et vous devrez en être bien consciente. Et c'est pourquoi nous demandons aux autorités de créer des cadres pareils où les enfants s'épanouissent pour que plus tard, plus sûr, le sexe leur permette de représenter dignement la commune. BIPDOS ONG, je voudrais les remercier une fois encore au nom du conseil communal. Aussi, aux lauréates, je leur souhaite bonne chance. C'est Peonko qui gagne. À travers BIPDOS ONG, l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin,
œuvre pour l'épanouissement socio-culturel et économique intégral de l'homme en général, avec un point d'honneur à l'éducation des adolescents et jeunes. Sport toujours avec les 12e Jeux universitaires du Bénin. La phase de zone de ces Jeux universitaires a été lancée à Kétou, une étape qui représente toute une innovation dans l'organisation de ces Jeux universitaires. C'est en tout cas ce que nous rapportent Viti Saouré et Miché Elabé. Coup d'envoi de la phase de zone des Jeux universitaires du Bénin. Cette phase est organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et celui de Parakou en fonction de leur zone de compétence avec l'appui de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires. Ce changement majeur permet une meilleure répartition des responsabilités, une mutualisation des ressources, une meilleure inclusion des établissements privés et surtout l'harmonisation des efforts institutionnels. Nous sommes ici pour célébrer le sport, mais également pour célébrer la jeunesse. Les Jeux sont aussi une occasion de développer le leadership. Chers étudiants, je vous exhorte donc à exploiter à fond cet environnement de fraternité et d'amitié, mais aussi de développement personnel. Les établissements d'enseignement supérieur, publics et privés du Bénin qui prennent part à cette phase des Jeux universitaires sont répartis en 6 zones. La phase de zone des Jeux universitaires dure environ 2 semaines. Le match d'ouverture de la zone 6, comprenant l'Ouémé et le Plateau, a opposé 2 équipes de l'Université nationale d'agriculture, le campus de Kétou et celui d'Akotokou. Art martial à présent avec le karaté-do. Avant le démarrage de toute grande compétition de karaté-do au Bénin, les arbitres et coachs doivent passer par le crible d'examens de renforcement, des examens décisifs pour valider leurs compétences avant même qu'ils accompagnent les athlètes béninois à Abuja, au Nigeria. C'est ce que nous racontent dans leur récit Gloria Oni et Alexis Segbeman. Ils sont affûtés, prêts à donner le meilleur dans cette compétition où chaque kiaï résonne comme un cri de victoire. Toutefois, l'excellence recherchée ne s'arrête pas aux compétiteurs. En parallèle, arbitres et coachs passent à la case évaluation. Aujourd'hui, nous sommes venus faire les examens pour monter un grade, pour pouvoir mieux performer lors de la compétition. On vient de faire la théorie, nous allons bientôt aller pour faire la pratique. Et ça va se faire avec les instruments, les matériaux qui seront utilisés lors de la compétition, pour voir si nous serons capables vraiment de les maîtriser, de les utiliser, pour que la compétition soit belle. Dans l'art du karaté, la victoire se mesure avant tout au dépassement de soi. C'est un questionnaire qui dure 1h30. Ouais. Si tu fais plus de 7 fautes, tu es éliminé. Même au championnat du monde, pour avoir la carte de coach, c'est éliminatoire. Si tu dépasses, tu ne coaches même pas. Les arbitres et coachs ne présentant pas les compétences requises seront disqualifiés de la compétition dont le premier combat chez les cadets est attendu le 25, les juniors le 26 et les seniors en apothéose le 27 juillet 2025. Rencontre à présent avec un jeune karatéka do, avec une question. Ce jeune est-il l'espoir au Bénin du championnat de karaté-do? La compétition a démarré aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, et l'un des athlètes justement retenu pour représenter le Bénin est Issan Adjanohon. À seulement 16 ans, il est déjà remarqué pour sa rigueur exemplaire et un talent hors du commun. Il avance avec un objectif bien défini, atteindre les sommets et faire briller les couleurs nationales hors de nos frontières. Découvrons ensemble son portrait avec Gloria Oni et Mariano Gankou. À seulement 16 ans et avec quelques années de pratique à son actif,
Issane Adjanoron s'impose déjà comme une figure historique du karaté béninois. Numéro 1 mondial dans la catégorie cadet des plus de 70 kg et classé 8e chez les juniors de plus de 76 kg. Il incarne l'excellence et représente bien le Bénin sur la scène internationale. J'ai commencé à faire plusieurs compétitions que j'ai commencé à gagner, puis j'ai évolué en échelon et jusqu'à devenir numéro 1 mondial chez les cadets. Ça sert à mettre de l'ordre dans ma vie parce que si je fais pas de karaté ni de sport, je suis pas très heureux. Donc si je suis bon à l'école, je peux faire du karaté. J'aime bien faire du judo, un autre art martial, faire du foot ou bien jouer aux jeux vidéo. Tout a commencé très tôt pour Issane. À l'âge de 3 ans, il enfile son premier kimono sans se douter qu'il entamait un parcours hors du commun. Ce qui est une passion enfantine s'est mué en une détermination inébranlable, forgée par le travail, la rigueur et un engagement sans faille. Il avait 6 ans, 8 ans, je ne sais plus très bien. Je disais déjà à son père que ce garçon-là, il va faire mal. Et ça n'a pas loupé, ça n'a pas raté. Ils étaient un certain nombre dans son club là-bas et qui était très performant. Lui, il était le plus jeune. Aujourd'hui, les autres ont lâché, mais lui, il a continué, ça l'a amené là où il est. Derrière cette ascension remarquable se tient un père engagé, véritable pilier de son éducation, témoin privilégié d'un jeune homme discipliné, humble et toujours prêt à apprendre. J'ai débuté le karaté dès les couches déjà, puisqu'à chaque fois il changeait les couches, je mettais déjà des coups de pied, des coups de poing dans tous les sens. Et puis je pense que par mimétisme, il a voulu faire comme moi tout simplement. Et par contre, je n'ai pas été son premier entraîneur. J'ai voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui l'amène vers cette discipline-là. Issane ne se contente pas de briller. Il écoute, il évolue et il grandit. J'ai ma culture qui reste profonde à moi, qui est celle béninoise. Et je sais que là-dedans, il y a de très bonnes choses, des choses qu'il faut occulter. Mais j'ai ce besoin que mon enfant, quand il grandit, et plus tard, il puisse affronter l'avenir. Et ce n'est pas en étant laxiste sur certaines choses que les choses vont avancer. Plus qu'un athlète, Issane est une pépite. Rares sont les jeunes sportifs béninois à avoir porté si haut les couleurs nationales avec autant de talent et de régularité. Son parcours force le respect et inspire toute une génération. Il nous montre ce qui se fait surtout à l'international et les stratégies à mettre en place pour pouvoir être plus performant. J'aurais voulu tirer de lui sa discipline, ses capacités et surtout son engagement. Issane Adjanoron, c'est un parfait exemple. À travers ses performances exceptionnelles, Issane Adjanoron bouscule les codes, redéfinit les standards et inscrit son nom parmi les meilleurs karatékas du monde. Il est l'emblème d'une jeunesse béninoise ambitieuse, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire du sport africain. Hors du Bénin, je vous l'annonçais en titre, en République démocratique du Congo, des mineurs sont pris au piège d'un effondrement de mines. Au Zimbabwe, un accident a causé une vingtaine de morts. Hors du continent, face à la menace iranienne, l'Ukraine et Israël peaufinent un dialogue stratégique. Le récit de tout ceci avec Fallon Kissezono. L'effondrement des puits de la mine d'or de l'Omera dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, a piégé plusieurs mineurs. Le nombre exact de personnes encore sous terre ainsi que celui des victimes reste pour l'heure inconnu, alors que la région est sous le contrôle du groupe armé M23. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie hier dans une collision frontale entre un minibus taxi et un camion de transport au nord-est du Zimbabwe. L'accident s'est produit près de Chitongiza, une ville densément peuplée située à environ 25 km au sud-est de la capitale Harare. Selon le porte-parole de la police, sur une vingtaine de victimes, 15 des 17 passagers du minibus, y compris quelques piétons, sont morts sur le coup, tandis que d'autres ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital. Le ministre israélien des Affaires étrangères est à Kiev pour sa première visite en Ukraine. Avec son homologue ukrainien, il a tenu une conférence de presse.
Occasion pour les deux hommes d'annoncer leur décision d'organiser un dialogue stratégique sur la menace iranienne. L'Ukraine et Israël disposant d'un potentiel important dans le domaine des technologies de défense. Il est temps de réaliser ensemble ce potentiel, ont ajouté les deux hommes. C'est la fin de ce journal. Je vous quitte en vous laissant, en partageant avec vous la pensée d'un homme qui s'est retiré discrètement derrière le rideau de la vie. Avec cette pensée, rien n'est jamais définitivement acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse. Tâchons d'ennoblir notre passage sur terre et de très bien remplir tous les instants. Comme cette soirée à laquelle je vous convie, juste après ce journal, le compte rendu du Conseil des ministres. À 21h, rendez-vous avec un documentaire Port autonome de Cotonou, 60 ans d'impact. Juste après, à 21h30, rendez-vous avec le documentaire Le silence des oiseaux dans nos champs. Les oiseaux disparaissent lentement, silencieusement, mais sûrement. Et nous, avec questions délicates dont vous trouverez réponse dans ce documentaire Le silence des oiseaux. À 22h30, rendez-vous avec le magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. 30 minutes après, 23h30, le dernier rendez-vous de l'actualité sur BNTV. Merci pour votre inusable fidélité. À très vite.